Allô? Alors là, sur cette session, on va parler d'entretien technique. Je pense que ça vous concerne tous. Et on va avoir tout plein de tips pour passer des bons entretiens techniques. Merci d'applaudir et d'accueillir Anné. Bonjour, merci à tous d'être venus du coup à mon talk. Je vais essayer d'aller vite, 20 minutes ça passe vite. Voici le programme du talk. Je vais aborder 5 points. Qu'est-ce que c'est les entretiens techniques, comment on est évalué, comment se préparer, pour ensuite montrer un exemple pratique et finir avec une conclusion. Donc, je m'appelle Anné et je travaille chez Datadog. Et depuis environ déjà 2-3 ans, en plus de faire mon boulot de software engineer, j'ai pris aussi le rôle de passer des entretiens. Je n'ai pas trouvé un meilleur mot en français, donc je garde les mots en anglais. Mais je suis également, ou j'ai été plusieurs fois, candidate dans ma vie. Est-ce que je suis la seule dans la salle à avoir été candidate au moins une fois dans sa vie pour des entretiens techniques? Vous pouvez lever la main? Okay, c'est assez général. Est-ce que, comme moi, vous avez déjà complètement raté un entretien technique? Vous pouvez lever la main. Merci. On est humain, c'est cool. Donc, mon talk, je ne vous promets pas de vous donner la recette magique pour réussir tous vos entretiens techniques, mais j'ai juste fait une récopilation des différentes suggestions, conseils, des expériences de vécu que j'ai eues en tant que candidate et intervieweur. Donc j'espère que ça va vous aider, vous, candidats, vous, personnes qui vont faire passer des entretiens à des possibles candidats dans vos entreprises. Du coup, qu'est-ce que c'est les entretiens techniques? Bon, je pense qu'on est tous un peu familiarisés avec ce type de process. Donc, c'est une pratique lancée par Microsoft dans les années 90 et qui aujourd'hui est largement utilisée dans quasiment toutes les boîtes tech, qui est très important d'ailleurs parce que ça fait partie de des étapes des process de recrutement et ça nous permet d'évaluer les différentes compétences de nos candidats. Et souvent, en général, dans les entretiens techniques, le candidat va devoir résoudre des problèmes divers en temps réel, en général avec des outils collaboratifs et dans un temps limité. Mais du coup, allons voir comment on est évalué lors de ces entretiens techniques. Alors, il y a souvent 4 critères à respecter ou qu'on regarde quand on va évaluer les candidats. Il y a l'aspect communicatif, la résolution des problèmes, les compétences techniques et la partie testing. Donc, dans la communication, ce qu'on va essayer de voir, c'est que les candidats comprennent bien ce qu'on lui demande. Donc, la partie poser des questions, demander des clarifications. La capacité d'expliquer des différentes possibilités pour résoudre les problèmes, avec des explications. Et puis tout simplement, être capable d'avoir une communication claire que l'intervieweur va pouvoir suivre sans problème. Il faut penser que quand on passe des entretiens techniques, finalement, on cherche à voir si on a envie de travailler avec cette personne. Donc ça, c'est un critère très important. Nous avons, du coup, dans la partie résolution des problèmes, le fait d'être capable de bien comprendre les problèmes sans trop s'égarer. C'est pour ça que j'ai mis être capable de l'aborder de façon logique, précise et systémique, en identifiant différentes possibilités et quels sont les pros et les contre de chaque, et être capable aussi de déterminer la complexité, espace et temps des solutions. Dans la partie compétences techniques, finalement, ça va être juste une traduction vers le code avec la résolution du problème. Et il faut que ça soit clair et facile à comprendre. Et surtout, le candidat doit être à l'aise avec le langage utilisé.
Et un dernier, dans la partie testing, très important aussi, c'est la capacité de tester son code, donc des cas nominaux et des edge cases, être capable de corriger des différents problèmes qu'il peut y avoir dans le code et également ajouter des améliorations. Donc ça fait quand même pas mal de choses. On va voir du coup comment on peut se préparer pour. Pour moi, la phase de préparation, je la compare souvent avec la préparation, par exemple, d'une course ou d'un marathon. Pas parce que l'entretien technique, c'est aussi long qu'un marathon, mais surtout parce que plus on se prépare et plus on va être capable de faire face aux difficultés les jours J à l'épreuve. Du coup, ici, je vous donne quelques conseils. Vous prenez ce qui vous plaît. C'est juste, voilà, il y a pas mal de choses, donc je vais essayer d'aller vite. D'abord, choisir son langage de programmation. Et je dis bien son langage parce qu'en fait, c'est important que vous soyez à l'aise avec les langages que vous utilisez lors de l'entretien. On dit en général que les langages de haut niveau sont plus faciles à coder parce qu'il y a plus de méthodes standards, il y a plus de structures de données, etc. Donc, je vous ai mis une liste de langages. Encore une fois, ce n'est pas figé. Vous choisissez ce que vous voulez. Et c'est aussi important de revoir les termes communs du langage que vous avez choisi. Nous avons ensuite la phase vraiment de l'entraînement. Ici, ce qui est important, c'est d'essayer de faire des exercices qui vont des moins au plus complexes. Pour cela, vous pouvez utiliser, il y a plein de ressources qui existent sur Internet, que ce soit des sites comme LeetCode, CodeWars, etc., où vous pourrez filtrer les différents exos par langage et par complexité. Donc, ça va vous permettre aussi d'aller progressivement. Mais il y a aussi plein d'articles, de repos Git, etc. Et c'est aussi important dans cette phase-là de revoir justement la complexité temps-espace. Pourquoi c'est important l'entraînement? Parce que finalement, vous allez être plus fluide. C'est vraiment un gain de temps. Et bon, après, j'ai mis, vous allez faire moins d'erreurs, mais pour moi, en fait, en fine, c'est un gain de temps, parce que du coup, vous allez perdre moins de temps à faire des erreurs inutiles. Et c'est aussi important parce que plus vous allez voir des exercices différents, plus vous serez à l'aise ou serez prêt le jour J à identifier comment résoudre un problème. Alors, pendant du coup la phase de l'entraînement, vous pouvez aussi créer des fiches ou des cheat sheets. C'est presque gratuit puisque vous êtes déjà en train de vous entraîner. Je vous ai mis ici quelques exemples de fiches. Moi, en général, moi, je suis front-end, donc je travaille beaucoup avec JavaScript et TypeScript. Donc ici, les méthodes, par exemple, que j'ai mises, c'est JavaScript, mais vous pouvez vous pouvez faire pareil avec n'importe quel langage. Donc ici, c'est finalement tout ce qui va vous être utile avant l'entretien. Les mock interviews, je ne sais pas si vous connaissez cette notion. Les mock interviews, c'est faire une simulation d'un entretien réel, sauf que ce n'est pas la réalité, c'est juste une mise en scène. Et si vous le faites de façon correcte, c'est-à-dire en respectant le temps, en pas trichant, pas regardant la question qui va être vous posée et en utilisant des plateformes online, ça marche plutôt bien. Ce dernier point, c'est très important parce qu'en général, on est très habitué à coder sur notre propre machine, notre environnement, on a des raccourcis, etc. Et après, le jour J, on est souvent perdu. Donc, si vous intégrez ça dans votre phase de préparation, ça va vous aider beaucoup. Et vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir des amis qui vont vous faire passer l'entretien, tant mieux. Mais sinon, il existe des communautés et des sites pour. Donc, j'ai listé ici quelques-uns. Et un dernier, c'est 2 points importants aussi. D'abord, c'est renseigner sur l'entreprise, parce que souvent, les questions que vous allez avoir seront en lien, entre guillemets, aux problématiques ou aux métiers, aux défis que la boîte va avoir. Et dernière chose, qui n'est pas valable que pour les entretiens techniques, mais pour n'importe quel entretien, c'est d'avoir une liste des choses prêtes
pour le jour de l'entretien. Donc des choses, c'est vraiment bête, mais ça aide beaucoup. Par exemple, avoir des vêtements confortables, préparer son introduction, il paraît bête, mais si vous arrivez avec des phrases tout préparées, ben, ça vous met en confiance et du coup, après, ça se déroule mieux. Donc, j'ai cité ici STAR, c'est une méthodologie dont on m'a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, je crois que c'est Situation, Task, Action, Result. C'est une façon, du coup, de formuler votre introduction qui marche plutôt pas mal. Et en dernier, et pas moins important, avoir son matériel testé, tout ce qu'il vous faut pour l'entretien, que ce soit vos configurations, permissions, accès, Internet, casque, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai eu souvent des situations avec des candidats où soit le son ne marchait pas, soit il y avait des gens derrière qui passaient. Je sais pas, c'est vraiment tous ces genres de choses, c'est des choses qui vont vous rajouter du stress inutile et vous pouvez l'éviter avec une liste très simple des choses à préparer. Allons voir du coup maintenant un exemple pratique que vous pouvez avoir lors d'un entretien technique. Je ne vais pas lire forcément tout l'énoncé, mais en gros ici, ce qu'on va nous demander, c'est de créer quelque chose qui va permettre de vérifier si une phrase est valide. Équilibrée et balancée. Vous pouvez utiliser les mots que vous voulez. Et pour cela, ils nous disent qu'il y a 3 types de symboles. Donc, on a des parenthèses, des crochets et des accolades. Et il faut vérifier s'ils sont corrects. Et ils nous donnent du coup 2 exemples de phrases dans lesquelles on doit dire s'ils sont corrects ou pas. Donc, ici, quand on s'y prend au début, la première chose la plus importante, c'est d'être sûr qu'on a bien compris la question. Et pour cela, il existe plein de techniques, plein de choses. Donc déjà, rien que demander de répéter ou reformuler la question, ça est plutôt pas mal. De clarifier des différents détails, que ce soit quels sont les inputs ou les outputs, demander quelles sont les différentes valeurs qu'on peut avoir, quels sont un peu les cas à la marge, etc. Donc ça marche plutôt pas mal. Moi, ici, je fais l'exercice de décortiquer donc, du coup, l'énoncé afin de mieux comprendre, afin d'être sûr que j'ai bien compris ce qu'on me demande. Donc déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la slide, là, il y a la première partie, là, finalement, là, ce qu'on me demande, c'est de vérifier si c'est valide. Donc, autrement dit, on me demande de faire quelque chose qui, à la fin, va retourner vrai ou faux, donc une booléenne. Ensuite, si je prends la deuxième partie, il dit, pour chaque symbole d'ouverture, il faut que j'ai un symbole de fermeture. Donc, autrement dit, pour chaque paire, pour chaque première partie de la paire, il faut que j'ai un autre à la fin, fermant. Donc ça, d'accord. Donc là, je commence à faire mes phrases, un peu mon plan. Et un troisième, et pas moins important, il faut qu'il soit correctement imbriqué. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir dans une phrase la même quantité de symboles ouverture et fermeture, mais ce n'est pas pour autant que la phrase est valide. Donc ça, il ne faut pas les négliger. Donc ici, du coup, je peux assumer que du coup, on a des différents cas qui vont être plus ou moins corrects. Donc avec ça, j'ai déjà une bonne idée de ce qu'on me demande. Une autre façon de faire aussi, ça peut être d'essayer de dessiner son implémentation. Donc, en prenant une phrase valide, invalide, et en essayant de les colorier, je ne sais pas si on le voit très bien, mais en gros, ici, on peut le voir visuellement, que dans le deuxième, il y a des symboles qui sont seuls, qui ont une seule couleur. Donc, on peut prévoir que celui-ci est incorrect. Et à la fin, on peut essayer aussi de les résoudre à la main. Ça, c'est pour moi la chose un peu naturelle. Si demain, vous êtes avec vos potes et on vous demande comment tu le ferais, moi, j'aurais pris un stylo, un papier, j'aurais commencé à faire exactement ça, à prendre une phrase et à trouver des binômes jusqu'à ce que je me dise « Ah, OK, ça c'est correct ». Et puis, je prends la deuxième phrase, je commence à faire la même chose et à me dire « Ah, ça, c'est pas correct ». Donc, voilà. Donc, tous ces genres de techniques, de pistes vont vous aider
ensuite à préparer et à écrire l'implémentation de l'exercice. Je n'aurai pas le temps de vous montrer du coup le résultat de cet exercice, mais dans les slides, vous aurez du coup différentes solutions. En gros, ce qui est très important lorsque vous faites l'implémentation de votre code, c'est de garder en tête les critères que j'ai évoqués tout au début. Critères de communication, du coup, c'est avoir une bonne compréhension du problème, communiquer constamment avec la personne que vous avez en entretien, avec tout ce que vous avez dans la tête, que ce soit comment vous voulez le résoudre, les différentes possibilités, si vous êtes bloqué, tout ce que vous pouvez imaginer, il faut vraiment partager. Encore une fois, on essaye de voir si on voudrait travailler avec la personne qu'on voit en tant que candidat. Donc, la communication, c'est essentiel. Dans la partie compétences techniques et résolution des problèmes, en fait, encore une fois, ça, c'est pas sorcier, c'est des choses qu'on sait tous, mais qu'on oublie souvent. C'est, par exemple, respecter toutes les règles des clean code, des bons patterns, des conventions de nommage, etc. Tester son code régulièrement pendant les tests, vraiment vérifier que votre code marche. Avoir une approche itérative en allant de plus simple après plus, on va dire, plus compliqué ou plus optimisé. Et ici, le choix de la structure des données aussi, c'est très important parce que du coup, le résultat ne sera pas le même et votre code ne sera pas optimal. Et en dernier, on a la partie de testing. Donc ici, en gros, c'est vérifier que votre code fonctionne avec différentes valeurs. Et ce qui est important, c'est de vérifier aussi, quand vous allez tester différents cas et compléter votre code, allez voir si les cas plus simples continuent à marcher encore. C'est légère d'erreurs qu'on fait souvent. Et voilà. Je sais que ça fait beaucoup de choses. La dernière, c'est surveiller le temps, parce que finalement, le temps est limité. Il y a beaucoup de choses à retenir, je sais, mais en général, avec la pratique, ça devient plus naturel et vous êtes plus à l'aise pour faire face à ce type de tests. Bon, ça va, je ne suis pas trop mal niveau temps. Donc, je vais finir avec du coup une petite conclusion. Tout test doit se préparer. Encore une fois, ça paraît assez évident, mais ça ne l'est pas. J'ai beaucoup de collègues qui disent oui, moi, je code tous les jours, tout le long du jour, donc je vais réussir. C'est un peu comme avec des tests d'anglais. Ce n'est pas parce qu'on parle régulièrement ou on utilise l'anglais régulièrement au boulot que si demain on passe à un test comme le TOEIC ou le TOEFL, on va le réussir. Il faut savoir quel est le format des exercices, quelles sont les différentes règles, quelles sont les choses à respecter. Donc, c'est vraiment très important de se préparer. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de conseiller, mais moi-même, je ne le fais pas très souvent. C'est laisser le stress de côté. Il faut penser que vous avez un temps limité pour montrer ce que vous valez. Et du coup, souvent, le stress nous fait perdre nos moyens. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut essayer de garder la tête froide et juste faire ce qu'on nous demande. Nous avons ensuite, du coup, alors ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans les candidats. En fait, il faut penser qu'on n'est pas en train de vous juger en tant que professionnel ou développeur ou même personne. C'est notre moyen pour vous évaluer, c'est notre moyen de voir si on est capable ou on peut bosser ensemble. Et du coup, il faut penser que c'est vraiment une évaluation et pas un jugement. Ouais, passer des entretiens a ses bénéfices. Donc, même si vous vous préparez pour un entretien et que vous n'arrivez pas, mais au moins, vous pouvez toujours penser que ça vous rend meilleur développeur, développeuse. Parce que ça vous permet du coup de mettre à jour vos connaissances, de devenir un peu plus agile sur tout ce qui est code. Et voilà, il n'y a rien à perdre, en fait. Un peu de temps, juste. Et le dernier point, c'est quoi qu'il arrive, que vous arriviez ou pas, c'est important de demander du feedback pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir adapter, changer des choses et le faire mieux la prochaine fois.
Donc, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai une liste de sources que j'ai utilisées pour préparer ce talk. La plupart sont en anglais, mais voilà. Et je vous laisse du coup ma slide sur qui je suis. Donc, je l'ai dit au début, mais très rapidement. Je travaille chez Datadog. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis développeuse web orientée front-end. Et j'ai d'autres passions à côté. Et vous avez du coup tout en haut les liens des slides et ensuite les QR codes pour les open feedback. Et petite dernière info, on recrute chez Datadog. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir après. Merci.